Donc bonjour, et merci d'être présent. Donc, ce soir, nous sommes là pour, je vous fasse une présentation sur qu'est-ce qu'est le cloud? Comment, ça s'utilise et surtout enfin, comment ça s'utilise? Façon de parler. C'est surtout quels sont les avantages d'aller dans le cloud et les contraintes et je vous montrerai comment déployer une application, Azure, heu et les interconnexions avec tous les éléments de cette, Ah d'accord, merci Rémi. Ouais et donc à la fin, ouais, on verra les comment dire? Comment se connectent tous les éléments de l'application qu'on aura développée déployée dans Azure. Donc tout d'abord, le cloud. Donc on va aller voir, d'abord qu'est-ce que c'est que le cloud? Pourquoi y aller en deuxième temps? Quels sont les intérêts, réellement pour les applications d'y aller? Après, les différents modèles de services que propose le cloud, donc on a souvent entendu parler de IaaS, de PaaS et de SaaS. Il y en aura aussi un quatrième mis en évidence, je vous le présenterai. On a après les contraintes du cloud, donc quelles sont les parties qui posent problème et enfin qui peuvent bloquer des applications ou des métiers. On a après en avant-dernière, c'est qu'est-ce que le cloud hybride? Souvent la solution qui est proposée pour, solutionner, beaucoup de choses. Ensu Et on va finir par une petite présentation d'une appli WordPress déployée dans Azure par par le service packagé de Azure. Donc ça, c'est une appli complètement packagée avec les services managés de Azure et je vous montrerai et je vous expliquerai comment chaque élément s'interconnecte et voilà et donc on finira avec ça, avec ce petit TP exemple d'appli simple, dans Azure. Donc d'abord, qu'est-ce que le cloud? Donc le cloud, en fait, c'est tout simplement, c'est un ensemble de serveurs logiciels, bases de données qui sont accessibles depuis internet, c'est-à-dire, accessibilité des fichiers de n'importe où. Typiquement, quand on parle de votre boîte aux lettres Gmail, des documents Microsoft Office, souvent Office 365 ou du iCloud pour Apple, tout ça, bah, c'est le cloud. On peut y accéder de n'importe où. Le principe du cloud, c'est de dire: «J'accède mes fichiers de n'importe où, et avec n'importe quel, souvent, média, un téléphone, une tablette, un PC, parce que ces applications ou ces fichiers sont hébergés à N endroits à la fois, sont synchronisés et c'est ce qu'on et voilà et donc en fait, c'est stocké toujours sur des serveurs, mais dans le monde et souvent il y a de la réplication pour que aussi bien un Américain qu'un Français qu'un, Japonais, mais ait le même temps d'accès à sa boîte mail Gmail ou à ses documents Microsoft. Derrière, on a aussi, une suppression des coûts et des frais informatiques parce qu'en fin de compte, on va juste, heu, payer, c'est le stockage. On va pas payer, comment dire? L'infogérance de l'infrastructure qui va permettre de stocker. Je prends un exemple bête et méchant, iCloud, moi j'ai un abonnement, bah, je vais payer par mois mon hébergement d'espace disque, mais je vais pas payer l'infrastructure qui permet d'héberger, ou de stocker ces informations. Donc voilà. Donc ça, c'est plus ou moins ce que c'est que le cloud en très rapide, en grosses guillemets. Après comment ça fonctionne? Bah, en fait, c'est comme je l'ai dit juste avant, c'est un multiple data centers dans le monde. Donc si on prend par exemple AWS ou Azure, proche de la France, Azure, on a, 2 data centers, si je me trompe pas en France, 2 autres en Europe, et aux États-Unis, il y en a 4. Et en fin de compte, ça permet que chaque donnée est répliquée, peut être répliquée, pas forcément, mais peut être répliquée dans un data center identique. Ça permet que la personne, si on prend les États-Unis, qu'une personne qui est sur la plaque Est ou Ouest pourra accéder à ces fichiers avec la même latence et pas se prendre une latence monstrueuse parce que je suis à l'Ouest et que j'accède à un data center qui est sur enfin, sur la côte Est des États-Unis. Donc voilà, donc c'est surtout ça, c'est vraiment une multitude de data centers enfin, dans le monde, répartis dans le monde intelligemment. Et dans ces data centers, c'est de nombreuses machines virtuelles, parce qu'en fin de compte, c'est ces machines virtuelles qui vont héberger les services qu'on va consommer. Donc les services, comme on disait juste avant, Gmail, Microsoft Office ou iCloud.
Donc voilà en gros ce qu'est le cloud. Pourquoi aller dans le cloud? Alors tout d'abord, c'est parce que c'est une facilité à la mise à disposition des services. C'est, comme on c'est, utiliser des services qu'on va consommer et qu'on ne va plus installer. Donc on n'a plus cette notion d'installer des infrastructures, on va juste les consommer. On va avoir une réduction de coûts sur du long terme et ça j'y reviendrai tout au long de la présentation sur la notion des coûts qui est complètement différente de ce que les gens connaissent aujourd'hui, qui est un calcul, plus complexe et plus flou et qui est quelque chose de beaucoup plus, compliqué à se projeter, de savoir est-ce qu'on fait des vraies économies ou pas à aller dans le cloud? Heu, Se séparer de ces data centers, il y a beaucoup de sociétés comme, on a eu, le cas, alors ça remonte maintenant à quelques années, mais Veolia avait la stratégie de se séparer de tous ces data centers et ils l'ont fait et ils ont fait une partie dans AWS et une partie dans GCP. Ce qui leur a permis, en fin de compte de ne plus avoir d'infrastructure dans le data center. Donc ça veut dire plus de location de data center et donc plus de frais, au niveau de ces data centers, parce que c'est ça qui va être souvent dans des SI très coûteux parce que le data center coûte cher, l'hébergement coûte cher, la place est compliquée, il y a la facture d'électricité, les systèmes de refroidissement des serveurs, enfin toute la logistique de data center qui est, assez onéreuse. La sécurité qui est accrue parce qu'en fin de compte, qu'on prenne un cloud public comme AWS, GCP ou Azure, ils auront un SLA, souvent bien meilleur que beaucoup de sociétés et donc c'est parce que c'est leur cœur de métier. Demain, Azure a une faille de sécurité, sur son image de marque en tant qu'hébergeur qui est mis à mal donc il doit travailler là-dessus et il travaille là-dessus régulièrement. Aussi, on a, l'accès à des services complexes comme la mise en place, d'IA. Parce qu'en fin de compte, les calculs d'IA, donc comme on a pu entendre de ChatGPT, de un, ça coûte très cher, mais ça coûte très cher en infrastructure, parce que souvent, c'est mettre dans des serveurs des cartes graphiques avec des GPU à beaucoup de RAM. Nop, la plupart des sociétés n'ont rarement ça. Ça veut dire qu'il faut qu'ils commandent l'élément physique pour l'installer dans le data center, alors que si je vais sur Azure ou Google ou AWS, en fin de compte, je vais juste activer le service. Je vais payer forcément la ressource en question, mais j'ai pas la nécessité à devoir installer la ressource, chez Azure. Enfin chez moi. Elle est déjà installée chez Azure dans le data center, j'ai juste à activer le service. Et après, on a la scalabilité verticale et horizontale. Alors horizontale, on sait souvent faire dans des clouds publics privés avec du Kubernetes. Donc ça, créer des nouvelles instances, ça, pas de souci. Le vertical est plus compliqué parce que ça veut dire, rajouter de la puissance à chaud à la ressource. Nous, techniquement, chez nous, on sait pas le faire aujourd'hui. On est obligé d'arrêter les services, les redémarrer pour même dans les infra, cubes, on va arrêter les pods, les redémarrer avec les nouvelles configurations de CPU et de RAM. Alors que dans Azure, il y a des services, on peut vraiment les augmenter à chaud, c'est-à-dire, il y a certaines SAS managers de base de données, on peut augmenter, la capacité, à tout moment. Donc voilà, quels sont pour moi, les différents intérêts qui peuvent motiver à aller dans le cloud. Après, ouais, on a les modèles de services. Donc, on parlait dans le sommaire, je vous ai c'est différents modèles de services qui sont IaaS, PaaS et SaaS. Donc, on peut voir sur le schéma, on représente encore une fois, donc l'élément primaire, ça va être toujours un data center dans lequel on va avoir des serveurs networking, des éléments de réseau et du stockage qui va être du IaaS. Donc, c'est infrastructure as a service. Donc, en gros, je vais installer une VM chez Azure et je vais la consommer comme si elle était chez moi. Donc ça, c'est du IaaS. On a très peu de plus-value par rapport à la faire chez nous. C'est assez transparent, c'est à peu près la même chose. Après, on passe à un niveau du dessus qui est le PaaS, plateforme as a service. Donc là, ça va être des bases de données managées ou des AKS et en fin de compte, c'est des services qui sont déjà installés sur des VM, mais nous, on n'a pas la capacité de voir ces VM, de les manager, c'est pas notre rôle. Ça, elles sont managées, elles sont monitorées, elles sont mis à jour par Azure. Nous, on va juste
consommer ce service, disant: «Bah, tiens, cette base de données, je vais la consommer, je vais la configurer pour qu'elle se connecte, bah, et que je puisse m'y connecter pour y injecter mes données». Donc voilà, donc là, donc voilà, donc on a cette abstraction de la partie infrastructure. Modèle du dessus, on augmente encore une couche, c'est le software as a service, le SaaS, où là, carrément, on n'a même plus la notion du service qu'on consomme. En gros, on va arriver souvent sur une page web, tel comme le Terraform Cloud, comme Gmail peut l'être, c'est du SaaS. C'est je me connecte sur une appli web et directement, j'ai le service, je ne peux pas le configurer, je le consomme comme il a été configuré. Donc après, il y a des subtilités de dire: «Je veux le SaaS dédié pour tel client et donc je vais faire une configuration spécifique pour le client». Mais dans la grande majorité, voilà, c'est le SaaS, c'est je consomme le service comme il a été configuré et j'ai très peu de latitude de pouvoir le custom à ma convenance. Donc voilà, et on a le quatrième, donc je vous parlais dans le sommaire, qui est le Function as a Service, et donc là, c'est un nouveau modèle qui apparaît. En gros, pour expliquer, c'est que aujourd'hui, hier, beaucoup d'applis étaient faits de façon monolithique et maintenant, on a beaucoup d'applis qui sont faits avec, alors, chez Azure, c'est les Function Apps, chez AWS, les lambda, et ça va être que de la micro-segmentation de consommation de fonctions, et c'est le nouveau modèle qui est apparu, le FaaS. C'est on va développer des applis en Function as a Service et on va consommer des fonctions, et alors derrière, c'est intéressant, mais ça demande toute une conception nouvelle parce que, ça se consomme de façon spécifique, c'est particulier. Pour donner un exemple, un SaaS, on va payer un abonnement et qu'on l'utilise ou pas, on paye, on a payé, on y a accès. La function as a service, on va payer à la consommation. C'est-à-dire que si mon traitement dure 1 seconde, bah, je ne vais pas payer beaucoup. S'il dure 2 heures, je vais payer beaucoup parce que le service aura tourné pendant 2 heures. Donc tout le but, ça va être de optimiser les fonctions pour qu'elles prennent le moins de temps possible par rapport à un SaaS où que le traitement dure 2 heures ou 1 heure, nous on a notre abonnement, heu, mensuel on va dire, ça c'est transparent. Donc voilà, donc ça redemande le FaaS, c'est un nouveau modèle, mais il demande beaucoup de réécriture souvent dans les applications pour y adapter. Donc voilà, donc en tout cas, voilà les 4 modèles qu'on va retrouver. Le IaaS qui est vraiment le côté, je fais à l'identique de ce que j'ai chez moi, et après on rajoute des couches pour abstraire les couches inférieures au niveau de leur gestion. Alors les contraintes, parce que voilà, là on a fait, voilà, ça a l'air bien, ça a l'air le cloud a l'air d'être une des solutions, à plein de soucis et à plein de problématiques, mais derrière il y a aussi quand même des contraintes. Première, c'est accepter de déléguer la sécurité à une autre société. Quand on est dans des secteurs comme banque et assurance, bah, ça fait 50 ans où on explique à la sécu que toute donnée qui sort, bah, en fait, faut la surveiller, faut l'interdire. Enfin voilà, il y a un vrai contrôle de qu'est-ce qui sort du réseau. Là, on va leur dire: «Bah, maintenant, vous allez devoir faire confiance à une entité qui, en plus, est américaine», pour le cas de Azure, AWS et GCP. Alors, il y a des clouds publics français type OVH et d'autres, mais ça reste quand même des d'autres entités. Donc voilà, c'est faire comprendre à la sécu que oui, on va faire sortir des données, oui, on va les partager avec des tierces, mais c'est le système qui veut, et il faut offrir un minimum de confiance. Après, comme je disais en préambule, on a un calcul des coûts qui est complètement, différent, qui peut être excessivement coûteux au début, parce qu'on a la maîtrise, elle est compliquée et le calcul est complètement différent, et je vous montrerai. Alors que sur du très long terme, et c'est vraiment du long terme, c'est sur plusieurs années, oui, on peut faire des économies, mais c'est sur plusieurs années. Par exemple, Veolia, qui ont fait leur shift de tout leur data center chez AWS et GCP, je crois qu'ils ont eu, déjà le shift, ça leur a pris 3 ans, et que c'est pas dès le début qu'ils ont eu des économies. Alors je sais plus au bout de combien de temps, mais le DSI quand il avait fait une présentation à l'époque, c'était en 2015-2016 par là, c'était, ouais, ouais, c'était, beaucoup, il avait mis du temps à avoir un vrai retour sur investissement, si on peut dire. Après, on a l'effet aussi, boîte noire des sales managers parce que,
Souvent, quand on travaille avec, sur les serveurs, les SysOps et enfin tout ce qui est SysOps et autres, en fait, ils aiment bien savoir: «Tiens, mon flux part de l'endroit A, il va à l'endroit B et je vois toutes les trames qu'il traverse». Dans le cloud, bah, en fait, on va envoyer un flux sur un service manager et on n'aura jamais la visibilité que qu'est-ce qui se passe derrière? Qu'est-ce que fait Azure AWS? Qu'est-ce qu'il fait de ce flux? Comment il le traite? Comment il par quelle couche d'infrastructure il passe? Tout ça, on ne le verra jamais parce que on passe par des services sur lesquels on n'aura jamais la main et jamais de visibilité et donc bah, on revient un peu au premier point qui était, de déléguer la sécurité, c'est de dire: «OK, c'est un service que je ne maîtriserai pas», comme un service SaaS, hein. On revient un peu à, du Gmail ou autre. On ne sait pas comment ça fonctionne, on ne peut pas savoir et donc c'est accepter de faire fi, de dire: «Je ne saurais jamais» et donc ça fonctionne donc voilà. Après, on a aussi la montée en compétence des devs pour le développement avec les nouveaux standards et les bonnes pratiques parce que voilà, aller dans le cloud, bah, c'est des nouvelles pratiques, des nouvelles, façons de faire et ça demande, bah, aux développeurs de s'adapter et ça, bah, on le sait tous que la conduite du changement pour des équipes, que ce soit développeurs ou autres, c'est toujours compliqué dans des SI, dans des sociétés, parce que les gens ont leurs habitudes et donc voilà, donc ça c'est voilà, c'est les contraintes que j'ai relevées. Après, il y a d'autres contraintes qu'on peut aussi dire, c'est que quand on va dans le cloud et qu'on fait des applis en full service managé et ben, rapatrier ça chez nous, parce que demain, on n'est plus content du provider, Azure ou AWS ou autre, bah, en fait, ça c'est pas possible, ça demande de réécrire toute l'application parce que l'appli, elle a été développée pour consommer les services de Azure qui fonctionnent d'une certaine façon et même si on va chez AWS, les services, même si on va retrouver des équivalences, ils vont pas être configurés de la même façon, ils vont pas forcément fonctionner de la même façon. Donc en fait, il y a un côté aussi, c'est quand on consomme des services managés, c'est pratique, mais il faut accepter que, bah, on est pieds et poings liés en disant: «Bah, je vais chez le provider Azure et bah, si demain Azure» alors c'est pas dans l'intérêt, mais si demain on n'est plus satisfait du service ou que les coûts augmentent, bah, le retour en arrière va être coûteux. Donc voilà, donc ça aussi c'est une contrainte qui est assez forte, assez importante. Après voilà, après la solution, donc entre les bons côtés, les mauvais côtés, tout ce qui est sécurité, on a le cloud hybride. Donc avant de parler du cloud hybride, on va parler déjà des 2 briques qui sont le cloud privé et le cloud public. Le cloud privé souvent, bah, c'est le réseau interne, c'est ce qu'on appelle souvent des clusters Kubernetes. C'est de dire, dans mon réseau interne, j'ai une capacité à déployer des applis de façon facilement, rapidement. C'est ce que je vais cataloguer en tant que mon cloud privé. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui est chez moi. Le cloud public, bah, c'est Azure et autres. Et souvent, le mix des 2, ça va être le cloud hybride, c'est-à-dire, schéma très simple, les données sensibles, je les laisse dans mon cloud privé, c'est dans mon réseau interne. Le front, le visuel, où il y a aucune criticité d'information, je le mets chez mon provider et en fait, je fais juste une liaison entre mon front et mon back, où là, effectivement, j'ai un flux qui, à partir de Azure, qui est arrivé chez moi, mais ça, ce flux, bah, je le maîtrise et bah, je verrai qu'est-ce qui transite. Mais les données resteront chez moi, elles ne seront pas hébergées chez Azure. Et bien sûr, elles vont transiter chez Azure, mais elles ne seront pas stockées chez Azure. Donc voilà, donc c'est la solution qu'a utilisée, à l'époque la SOG et d'autres sociétés pour répondre à des contraintes sécuritaires et autres. C'est de faire, voilà, des applis hybrides où on a, le front, chez le cloud provider et le back, chez nous. Après on a aussi, typiquement comme je mets en dernier, dans le cloud hybride, on on peut s'amuser à avoir des VM, nus chez, notre ami cloud provider, donc du IaaS et on va les, manager avec des Ansible qui seront chez nous et donc Ansible va se connecter en SSH sur la VM pour la configurer, pour mettre toute la couche de sécu, pour, faire toute cette conf et mais la gest la l'intelligence de la conf, elle reste chez nous. C'est juste un agent qui va se connecter chez, sur la VM de Azure pour y pousser, toute cette configuration. Donc voilà, donc il y a différents moyens quand, on débute et qu'on n'a pas totalement confiance ou pas une totale maîtrise, de faire les 2 à la fois. Donc ensuite, on va aller voir donc, côté donc je vous disais, Azure. Donc hop, je vais vous partager alors, je vais faire ça autrement. Hop, hop, hop. Mmh.
On va partager le bon écran. Heu, ah ouais, mais alors, désactiver le partage, mais on va refaire un vrai partage. Ou voilà, entièreté de l'écran, ça sera beaucoup mieux. Voilà, donc là, hop, on évite l'effet psychédélique. Donc là, on est sur Azure, donc là, je suis dans ma subscription et dans mon ressource groupe. Alors là, ce que j'ai fait, tout simplement, pour vous montrer, vous expliquer, c'est que je suis allé ici dans le marketplace de Azure et j'ai fait WordPress on app service. Donc là, en fin de compte, c'est je vais lui demander, alors je le ferai pas parce que ça prend quelques minutes, il est déjà fait, donc c'est juste pour vous montrer, qu'on va configurer très peu de choses au final. Hop là, voilà, dans l'écran, en fin de compte, je vais lui dire: «Bah, installe-moi un WordPress en service managé que je pourrais consommer» et en fin de compte, on va juste lui dire, on va lui rentrer deux trois éléments, le nom, la région, le nom de l'application et les comptes et le mot de passe, du username. Login et mot de passe du username et c'est tout. Et donc là, après on va alors il y a un champ advanced, mais je crois que l'advanced ça apporte pas grand chose. Ouais, je crois que c'est, Azure Front Door Preview. Ouais, c'est enfin et ouais, pour se mettre sur un virtual network, enfin un réseau, particulier, mais, je l'ai pas utilisé. Donc là, en fait, on va déployer et c'est vraiment très simple et ce que ça donne à la fin, ça donne cet ensemble de ressources et donc là, si on va sur cette ressource particulière, le Founder Incident Profile et que je vais sur le endpoint en question et ça, je vais vous expliquer après juste pour vous montrer. Là, hop, on a alors c'est un WordPress avec un custom défaut, je me suis pas amusé à parce que je suis pas du tout bon en WordPress et en design, mais c'est voilà, c'est le WordPress qui est instancié par défaut par le Sales Manager Azure. Donc, pour rentrer un peu plus dans le détail, parce que là, comme on le voit, vous voyez par exemple, il y a de nombreux services. Hop, je vous ai fait un petit schéma. Voilà. Donc là, on répertorie donc tous les services qu'il y a. Donc en fin de compte, on a alors le front door CDN. Donc en gros, le CDN, c'est quoi? C'est, on l'a sur différents, providers, hein, Azure, AWS. C'est un CDN, c'est la porte d'entrée qui va permettre de mettre en cache le site pour éviter tout système de latence. C'est-à-dire que tant que le site n'est pas fortement modifié, bah, en fin de compte, la personne qui va accéder sur l'URL n'accédera jamais au service final, elle va accéder au CDN et CDN va lui renvoyer une sorte de cache, par le endpoint. Donc on gagne de la performance et de la rapidité parce qu'on n'accède pas au service et on recalcule pas, toutes les choses. Après le app service, donc qui est derrière, c'est tout simplement l'enveloppe qui va stocker, l'image WordPress, l'application WordPress et ça travaille en binôme entre l'app service et le app service plan. Donc ça, c'est les 2 qui vont stocker et la solution, WordPress. Aujourd'hui, là, dans le service qui est présenté, là, si on revient sur ici, on va le voir dans la web app, si je me trompe pas ou alors c'était non, c'était dans l'autre. C'était hop, c'était dans le app service. Voilà, hop, le app service, en fin de compte, il est en mode conteneur et en fait, Azure lui a envoyé une image Alpine PHP 8.2 .WordPress et donc en fin de compte, il installe même pas l'application, il se contente de lui envoyer une image Docker qui a été packagée par Azure, par Microsoft et cette image Docker qui est, exécutée dans le conteneur et donc en fait, nous, l'application qu'on voit, c'est une appli conteneurisée. Mais comment est managé le conteneur derrière? C'est le problème, c'est l'interrogation de Service Manager, bah, en fait, on ne sait pas si c'est un Docker isolé, si c'est un Kubernetes qui l'orchestre. Tout ça, nous, on n'a pas à le savoir. Comment notre conteneur, il est supervisé. Ça, c'est on va dire, la tambouille de Azure. C'est lui qui s'occupe de dire que ton conteneur sera toujours en ligne et toujours en état. Donc là, voilà, donc on a parlé des app services. Le storage, ni plus ni moins, c'est l'espace de stockage pour stocker, bah, tous les éléments qu'on va uploader, c'est-à-dire les nouvelles images, pour faire notre custom de WordPress, donc les contenus et autres, il va les stocker sur le storage. Parce qu'encore une fois, l'image conteneurisée, bah, en fin de compte,
Si elle redémarre ou si on la réinstalle, elle redémarre de 0 alors que vu que c'est le stockage d'image sont mis à côté, on pourra réappliquer les customs qu'on aura fait sur une nouvelle image. Donc sur ça, il y aura pas de problème. Le VNet, tout simplement, c'est le réseau. C'est ce qui va gérer le réseau. Donc là, en gros, on a juste raccroché le app service plan sur un réseau. Alors c'est un réseau, de Azure qui est pas du tout raccroché au 0 au 0, au réseau de ma société. Hop là, au réseau de ma société. Donc voilà. Et les 2 derniers et le dernier élément, c'est un privé enfin les 2 derniers, c'est un privé de DNS zone et la database managée toujours. Et en gros, la database, elle est reliée à un privé de DNS pour être reliée au virtual network et elle est reliée aussi à l'app service. Et alors, si on revient là, comment tout est relié? Parce que comme on le voyait sur le schéma, tout était, le app service était vraiment central à toutes ces configurations. En fin de compte, le app service, quand il est installé, non, alors je me serais trompé dans mon schéma. Ah oui, non, c'est l'app service, c'est celui-ci. Voilà, c'est dans la configuration. Hop, 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 allez, merci Azure. Voilà, on a toutes ces références qui sont injectées au démarrage du conteneur en variable d'environnement. Et donc là, les blob storage, bah, c'est les références, à l'espace de stockage. Donc comme ça, il peut faire après lui-même les liens. CDN, c'est liens de CDN. On a les databases host name, password, username, Docker registry, les clés pour les WordPress, admin, password, email. Et donc en fin de compte, avec toutes ces clés qui sont mis automatiquement par Azure lorsqu'on a demandé ce service, il va faire lui le lien, comme on peut voir sur le PowerPoint, entre le app service, le endpoint, le storage et la base de données. Et grâce à ça, c'est grâce à tous ces liens qui sont stockés dans cette configuration que bah, le WordPress peut fonctionner. Donc là, voilà, donc là on voit qu'on a une appli bah, en fait, qui fonctionne parfaitement et qui est installée entre 5 et 10 minutes, qui demande entre 5 et 10 minutes d'installation, entre 5 minutes pour Azure l'installe et après il y a encore 5 minutes de initialisation de la base de données applicativement, parce qu'en fait, quand on arrive la première fois, bah, en fait, il initialise le système pour, avoir le premier rendu. Donc voilà, donc là, en fait, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer, c'est WordPress, ça parle à tout le monde, c'est une appli très connue en termes de site web. Là, on le voit comment le déployer, à la mode Azure, c'est-à-dire en service manager. Oui, il y a beaucoup de ressources, mais toutes, elles ont un intérêt parce que le CDN, si je l'enlève, effectivement, je peux accéder, hop, 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 le web app, ah bah non, encore attends, je me trompe encore. C'est celui-ci, voilà. Là, l'URL qui est là en question, ça va me donner aussi le WordPress. La différence, si je reprends mon petit schéma, c'est que si j'accède directement au web service, en fait, le web service n'a pas de cache. C'est-à-dire que tout appel va consommer des ressources et que aussi, si là, le web service, il est positionné sur une région. Donc qui est, Ouest Europe ou France centrale, je ne sais plus dans quelle région j'ai mis, mais c'est pas important. C'est je l'ai plus, c'est France centrale, voilà. Si une personne du Japon, des États-Unis vient, il aura une latence. Alors que s'il accède au CDN, le CDN est en cache et ayant un système de réplication au sein de plusieurs CDN de Azure, et ça c'est lui qui le gère, et ben, en fait, il y aura pas de latence ou très, très peu. C'est aussi pour ça qu'ils mettent en place un CDN pour gagner de la performance, pour, bah, éviter, que quand on affiche une page, on perde 1-2 secondes. Là, ça sera instantané pour n'importe quelle personne du monde entier. Donc voilà, voilà, il y a beaucoup de ressources, mais elles ont toutes un intérêt, et elles sont toutes utiles. Et donc la dernière chose dont je voulais partager, c'était, voilà, le coût. Parce que j'en ai parlé, j'ai dit que je reviendrais dessus. C'est oui, le coût est, problématique au début et peut avoir un intérêt à la fin. Hop, on va voir ma ressource groupe. Ma ressource groupe où j'ai toutes mes ressources. On a sur la gauche, on a un cost analysis. Si on va voir le cost analysis, alors je l'ai fait tourner pendant plusieurs jours, donc on va avoir des données normalement. Voilà. Donc là, on voit que j'en suis à 15 et la prévision sur le mois,
donc sur le mois de juillet, elle va être de 158 si je continue. Je crois que je dois même avoir du juin, heu, last month. Est-ce que j'aurai juin ou pas? Yes, voilà. On voit que sur le mois de juin, bah, elle m'a coûté 87 $. Alors, c'est très linéaire parce que j'ai pas arrêté le service. Donc on a une, consommation très totalement linéaire. Donc voilà. La problématique, c'est que ces notions de coût qui sont particulières, qui sont, bah, des calculs qu'on ne fait pas quand on développe une appli en on-premise, on ne l'a pas ces notions de coût. Bah, faut les prendre en compte. Faut prendre en compte que là, on voit que les services qui coûtent, ça va être la database et le app service qui vont coûter pour l'instant chacun 7 $. Donc là, Azure, il nous met en évidence, les coûts et que alors là, on est sur des choses très simples où c'est tant que c'est allumé, ça paye. Donc on n'a pas de fonction où c'est payé à la conso. Là, c'est tant que c'est allumé, on va payer. Heu, mais voilà, donc c'est cette notion où quand je prends une VM dans un data center, bah, en fait, ma VM, je vais la payer, 24 $ par mois. Ça revient plus ou moins à ça, mais j'aurais pas le détail de un et de 2. heu Si j'arrête des services sur cette VM, je vais quand même continuer à payer parce que je vais payer la VM, je vais pas payer les services. Là, si demain je décommissionne tous ces services, bah, en fait, j'arrêterai à 15 $. C'est vraiment le service que je paye. Donc voilà, donc et sur le long terme, on va chercher à optimiser ces services, à dire: «Bah, là, le Azure, est-ce que j'ai vraiment besoin de la dimension que me propose Microsoft, enfin, pour le Azure Database, est-ce que je peux pas prendre un modèle plus petit? Pareil pour les app service, parce que pour chacun, alors je vais pas montrer, mais hop, on va retourner, voilà, ici. Alors, est-ce que je l'ai? Voilà, le SKU, le size, voilà. On a un P2, c'est un premium, P2 V1 et on peut faire un scale up, c'est-à-dire on peut l'améliorer. On peut jamais faire de scale down. Donc voilà, mais je peux améliorer les performances, donc payer plus cher forcément, puisque si j'ai besoin de ressources supplémentaires, mais ça peut valoir le coup de te dire: «Bah, attends, le premium V2, j'en ai pas besoin, je vais détruire pour reconstruire avec une ressource plus faible, parce qu'en fait, j'ai pas besoin d'autant de consommation». Donc voilà, c'est des choses où on va devoir pointer du doigt qu'est-ce qui peut permettre de faire des économies. Voilà, comme je disais, c'est la gestion des coûts est complètement différente à celle d'une infra, dans un data center. Parce que dans un data center, que je prenne une VM à 4 gigas ou une VM à 8, 20 gigas, 12 gigas, en fait, je vais payer le serveur physique qui instancie cette VM et c'est l'emplacement de serveur physique que je vais, payer. Que le serveur physique il soit utilisé par X VM de telle dimension, c'est pas ça qui va faire le coût. Donc voilà, donc c'est une nouvelle culture à découvrir pour les coûts parce que, bah, ça demande une nouvelle gestion, une façon de faire. Souvent, on le voit dans les nouvelles équipes qui travaillent dans le cloud, les développeurs doivent, avoir un regard sur le coût et je le voyais moi dans des équipes de développement, pardon. Souvent c'était: «Voilà, mon appli me coûte par mois 2000 dollars. Suite aux évolutions que je fais, le cost doit rester à 2000. Je ne dois pas augmenter le coût, quelles que soient les évolutions que je fais». Donc il y a cette notion de, attention, le coût peut être problématique. Comment faire, pour tout en faisant évoluer l'application, bah, ne pas faire évoluer ou exploser le coût? Et là, bah, alors le coût, on peut très vite l'exploser parce que là, si je m'amuse à prendre une VM, bah, qui est surdimensionnée, là, j'en parlais au début, là, les VM qui permettent de faire de l'IA, bah, là, on en a déployé une pour des clients, bah, c'est 2000 au mois. Donc si je la déploie et que je l'allume et que je l'arrête pas, bah, là, on peut vite exploser la facture sans vraiment le voir parce que Azure ne met pas d'alerte. Alors, c'est à nous de mettre des alertes de facturation, au consommateur, mais Azure, lui, te mettra jamais d'alerte. En te disant, «Attention, tu vas dépenser, beaucoup d'argent». Donc voilà, voilà, c'est ça que je voulais revenir sur le coût. C'est que le coût, on a tout un effet un peu magique du cloud, mais attention, c'est oui un effet magique, mais faut faire attention parce qu'on peut vite, tomber dans le piège et avoir des grosses factures et surtout pas comprendre d'où elles viennent. Donc voilà pour, cette présentation. Merci et bonne soirée. Au revoir.